On est de retour dans la grande édition de TV7. C'est l'heure de notre grand débat consacré ce soir à la crise du logement social. Avec la baisse du pouvoir d'achat cumulée à la hausse des loyers dans le parc privé, les demandes de logements sociaux explosent en Nouvelle-Aquitaine. Problème, l'offre n'est pas suffisante pour accueillir tout le monde. À peine 10% des demandes sont satisfaites. Alors comment expliquer ce décalage entre l'offre et la demande ? Et surtout, quelles solutions pour y remédier ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités ce soir. Avec moi d'abord Muriel Boulmier, vous êtes présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, vous êtes également conseillère régionale. Également avec moi Jean-Jacques Puyobro, vice-président de Bordeaux Métropole, en charge du logement, de l'habitat et de la politique de la ville. Vous êtes aussi maire PS de Floirac. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Florence Leric, vous êtes professeure de droit public à l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme, un institut qui est rattaché à l'Université Bordeaux-Montaigne, et également Guillaume Pouyanne, maître de conférence en économie urbaine à l'Université de Bordeaux. Voilà pour cette présentation un peu longue, mais c'est important de bien vous présenter, de présenter aussi ce sujet majeur. La première question, elle est pour vous, Madame Boulmier. Quels sont les principaux facteurs qui expliquent ce fossé de plus en plus grand entre la demande et l'offre ? C'est un effet ciseau. C'est-à-dire que dans un climat d'incertitude, les habitants du logement social et abordable, je préfère ce vocable-là, ne sortent pas du logement social pour aller vers un parcours résidentiel normal. Et l'autre effet, c'est que nous ne produisons pas assez, alors que la région Nouvelle-Aquitaine a une belle programmation, 10 000 logements par an, mais il y a des entraves au fur et à mesure, notamment les normes, les surnormes, les surnormes, les réglementations. Enfin, il y a beaucoup d'inventivité sur le sujet qui fait qu'on a un décalage fort. Or, la réalité de la satisfaction du besoin, c'est simple, c'est quand vous remettez les clés. Le reste, ce sont de l'administration, du financement. Évidemment, tout ça compte beaucoup, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Avant de parler de l'offre, j'aimerais bien qu'on s'intéresse à la demande. Pourquoi les gens se tournent-ils vers le logement social ? Font-ils une demande de logement social ? Est-ce que c'est la spéculation immobilière ? Est-ce que c'est la hausse des prix du foncier qui aggrave cette crise ? Très clairement, on est dans une phase d'inflation immobilière qui est déjà assez ancienne, puisque ça date déjà d'au moins 25, voire 30 ans pour certains. Donc on a une augmentation des prix qui est très très forte et surtout déconnectée du revenu, puisque en gros les prix immobiliers augmentent beaucoup plus vite que les revenus, ce qui fait que de plus en plus vous avez certaines zones de la ville qui deviennent accessibles à un certain nombre de ménages. Et donc la solution à ça, bien sûr, c'est le logement social. Est-ce que, Florence Leric, les demandeurs de logements sociaux, est-ce qu'ils ont des moyens juridiques pour accélérer leurs demandes et espérer qu'elles soient entendues ? Alors je pense qu'il y a des chiffres qu'il faut rappeler tout d'abord et en premier lieu dire que la crise du logement social dont on parle ce soir, c'est avant tout une crise du logement. C'est-à-dire que ça touche en réalité tout le monde, que l'on ait des moyens ou pas. Et donc, je vais vous citer un chiffre. En 2013, on attribuait un peu plus de 500 000 logements sociaux par an à l'échelle de la France. Aujourd'hui, en 2024, on en a attribué 380 000. C'est-à-dire qu'il y a une réelle difficulté parce qu'il y a une embolie du parc locatif privé, notamment liée à la difficulté de pouvoir obtenir un prêt. Pour louer ou pour acheter dans l'accession à la propriété. Vous parlez de crise du logement tous autour de la table. Jean-Jacques Puyobro, Bordeaux Métropole consacre, je crois, près de 80 millions d'euros, c'est ça, par an au logement ? 117 millions. J'étais très loin des chiffres. Quelles sont les solutions que vous proposez pour enrayer justement cette crise ? Alors d'abord, je vous remercie pour ce débat qui est important puisque ça fait partie des préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens sur la métropole comme ailleurs. C'est un problème majeur. Donc ça justifie largement effectivement ce type d'échange pour au moins être d'accord sur le constat et pour aborder les solutions. Donc la métropole a considéré effectivement que c'était un sujet majeur, l'accès au logement, et qu'il fallait effectivement qu'elle se dote de moyens, qu'elle dote
davantage l'enveloppe dédiée à la production de logements, de façon à permettre à celles et ceux qui sont en quête de logement de pouvoir se loger. Dans de bonnes conditions, cela va sans dire. C'est pour ça qu'en 2023, la métropole a abondé le budget logement de 20 millions d'euros, ce qui lui a permis d'atteindre l'objectif du PLH, qui est de 3 000 logements sociaux produits par an. D'accord. Voilà. Et puis en 2024, la métropole a abondé son budget de 35 millions d'euros supplémentaires, ce qui lui permis effectivement d'atteindre cette fois-ci le résultat de 3 576 logements sociaux agréés, ce qui n'était pas arrivé depuis 2018. Donc cela faisant, cela démontre que ça reste pour la métropole une priorité. Les bailleurs sociaux se sont engagés à lancer la production de 100 000 logements sociaux en 2025. Est-ce que déjà cet objectif il est en passe d'être atteint? Et surtout, est-ce que c'est suffisant, Muriel Boulmier? Alors, les 100 000 logements, on s'entend bien, c'est au niveau national. À l'échelle nationale. Bien sûr. Je pense que vraiment, la Nouvelle-Aquitaine n'a pas à rougir de ses programmations. Parce que nous sommes, vous le disais-je, 10 000, un peu plus de 10 000. On est complètement dans une véritable dynamique. Et vous le disiez, madame, il y a un instant, il est clair que cette crise du logement n'est celle du logement social que résiduelle de l'ensemble, puisque nous voyons aujourd'hui arriver beaucoup de demandeurs qui viennent du privé. Il y a en effet une impossibilité de se loger. Ça donne des situations excessivement difficiles parce que l'enjeu n'est pas que financier, c'est-à-dire un étudiant qui est obligé d'arrêter ses études, des personnes âgées qui veulent se rapprocher. On a fait une bourse d'échange du logement, nous, pour auto-responsabiliser les locataires qui se parlent et qui essaient d'échanger. Ça marche. Mais ça ne fait pas du nombre. En vérité, toutes les solutions que nous portons fonctionnent, mais ce qui conviendrait, c'est qu'elles fassent davantage de nombre. Et là arrive évidemment une impasse financière, et qui est parce que nos obligations sont de plus en plus coûteuses et nous n'avons pas le moyen de répondre à tout. Et c'est vraiment cet exercice-là qu'il faut marquer pour qu'on arrive aussi à débloquer au moins un peu. Guillaume Pouyanne, construire des logements sociaux, ça demande des subventions, des capacités d'investissement de l'État. Dans un contexte économique, on le sait, compliqué, est-ce que l'État en a les moyens ? Non, l'État n'en a pas vraiment les moyens. En tout cas, il a choisi, parce que tout ça est une question de choix finalement, de choix politique, de où est-ce qu'on oriente les différents financements. L'État a clairement fait le choix de s'occuper beaucoup moins du logement social, de confier ça aux collectivités locales, et finalement de non pas restreindre, mais en tout cas limiter quelque part les financements. Après, il y a d'autres. La politique du logement, elle est quand même. Il y a quand même beaucoup de choses dedans. Il n'y a pas que la production de logements sociaux. Il y a aussi l'incitation à produire du logement privé avec les procédures de fiscalisation, par exemple, des choses comme ça. Et puis au niveau local aussi, il y a des choses qui sont faites, souvent axées sur l'accessibilité au logement. Je pense notamment à l'encadrement des loyers sur Bordeaux, qui est une mesure assez intéressante, assez critiquable, mais assez intéressante, je pense. Pour construire des logements sociaux, il faut une bonne coordination entre l'État et les collectivités locales. Quelles sont les relations? Est-ce que le message passe bien entre vous et l'État? Alors, le message passe bien. Nous avons au niveau local de bonnes relations avec les représentants de l'État, qui sont conscients effectivement que la problématique majeure qui se pose dans ce pays, c'est l'accès au logement. Parce que l'accès au logement, ça détermine effectivement tout un projet de vie. Donc l'État local en est conscient. Je suis plus interrogatif sur la prise de conscience de l'État au niveau national. On le dit, le logement, c'est 1,4% du budget de l'État seulement, un des grands sacrifiés pour l'effort national. Un des grands sacrifiés, à tel point d'ailleurs qu'au moment où nous parlons, nous avons une ministre démissionnaire, pour la 2e ou 3e fois consécutive, alors que nos concitoyennes, effectivement, attendent de nous, effectivement, des résultats. Parce que nous, pour celles et ceux qui sont élus de terrain, maires comme moi, nous sommes confrontés à cette difficulté quasiment quotidiennement. Donc nous devons
pouvoir porter des réponses. Alors, nous ne nous substituons pas effectivement à l'État. L'État est présent, mais sur la métropole, l'État est présent à hauteur de 17%, je crois, des financements, alors que la métropole est présente à hauteur de 58%. La région est présente aussi, je crois, à hauteur de 2-3%, et les communes à peu près de façon similaire. Donc, on voit bien que la métropole bordelaise a pris conscience de cette difficulté et que sous la présidence d'Alain Anziani et de Christine Bost aujourd'hui, nous sommes très proactifs. Est-ce que c'est suffisant ? Probablement pas. Tellement nous avons pris du retard. Aujourd'hui, il y a quasiment 55 000 demandes qui ne sont pas satisfaites sur la métropole. Alors pourquoi ? Parce que nous avons une métropole attractive et ça on peut s'en réjouir. Nos concitoyens des départements limitrophes viennent chercher sur la métropole du travail, de l'accès à la culture, de l'accès à l'enseignement supérieur. Donc on doit s'en réjouir de cela. Mais ça nous confère une responsabilité. Et il me semble, pour répondre à votre question, que la métropole tâche de répondre au regard de ses contraintes budgétaires à ce besoin, alors que l'État reste en deçà de ce qui devrait être sa responsabilité. Il y a les contraintes budgétaires, mais il y a aussi les contraintes juridiques qui freinent les délais de construction, qui augmentent aussi les coûts. Est-ce qu'il ne faudrait pas, notamment je pense aux règles environnementales, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement les simplifier, voire les adoucir complètement ? Oui, c'est un grand débat qui est d'ailleurs lancé pas plus tard qu'aujourd'hui par Sébastien Lecornu, puisqu'il sollicite un certain nombre d'instances pour réfléchir à la simplification de la décentralisation. Et effectivement, cette complexité de normes, on peut par exemple évoquer le droit au logement opposable, qui est une très bonne disposition, mais qui rencontre là aussi, pour les mêmes raisons, des difficultés d'application considérables. Il faut savoir quand même, et il faut rappeler, que plus de 70% de la population française aujourd'hui réunit les critères d'attribution d'un logement social en termes de ressources. C'est-à-dire c'est une large majorité de Français qui peuvent bénéficier d'un logement social. Donc on peut comprendre aussi que c'est difficile de construire du logement social un peu partout. Quand on rajoute à ça les dispositions sur le zéro artificialisation nette qui rendent les constructions immobilières là aussi plus compliquées, on est confronté à des injonctions contradictoires. Il faut plus de logements, mais il faut faire attention à la manière dont on construit, il faut construire durable, il faut construire à des prix abordables. Et donc toutes ces injonctions rendent l'acte même de construire et de construire du logement social, puisque c'est notre question, aujourd'hui très compliqué. Vous parliez de décentralisation. Pourtant, certains militent pour qu'on donne ce pouvoir désormais au préfet. Qu'est-ce que vous pensez de cette préconisation ? Alors, le préfet est doté de pouvoirs importants. Si par exemple il y a une carence très très forte des communes qui ne vont pas vers leurs obligations, à un moment donné, et lassé du fait de non faire, le préfet peut reprendre la main pour un sujet qui nous rassemble là pas précisément, mais pour lutter contre le narcotrafic. À un moment donné, le préfet peut reprendre la main. Donc l'État a vraiment des moyens et nous avons, c'est vrai, la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir un État qui écoute et qui est facilitateur. Moi, je voudrais revenir justement sur ces sujets-là quels sont les freins ? Les freins, ils sont financiers incontestablement, mais d'où viennent ces freins financiers ? Ils viennent du fait que vous avez une règle européenne. Elle arrive en France, elle a une surrègle. Je pense notamment à la rénovation énergétique. Et puis ensuite arrivent les surréglementations locales. Et enfin, le dernier stade, ce sont les recours. Une ville comme Biarritz, qui a une volonté de faire du logement social, quand il y a un programme qui sort, c'est un minimum de 5 recours. C'est important. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les voisinages sont encore hantés par l'image collective des HLM, bars et tours. Et puis, il y a aussi ceux qui estiment que, par exemple, parce que ce sont des exemples très forts, que la biodiversité
prime le logement. Et par exemple, à côté de Périgueux, il y a une alouette qui s'appelle Lulu, qui bloque 90 logements alors qu'ils sont en mitoyenneté d'une réserve naturelle. À Longton, 7 ans parce que la couleuvre bleue. Et voyez-vous, moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes qui, j'en suis sûre, sont d'une sincérité totale, c'est que j'aimerais qu'elles aillent expliquer en face aux demandeurs qui, eux, sont privés de logement depuis 2 ans, 3 ans, quelle est leur priorité. Parce que, en vérité, ce qui est en jeu, là, avec cette crise du logement, c'est la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, c'est pas un mot réglementaire. On parle des familles, on parle de la manière d'habiter. Désormais, Bordeaux Métropole est saturée, et il y a des territoires de report. Bon, les territoires de report, c'est 37-40 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 134 000 personnes qui rentrent tous les jours à Bordeaux, c'est-à-dire 45% des emplois de Bordeaux qui sont obligés de venir par l'extérieur. Nous avons 15 000 places de TER. On voit bien que, comme vous le disiez, ça ne se combine pas. Et donc je crois qu'il faut avoir le courage de mettre les choses sur la table et de dire que les sujets pris isolément sont sans doute importants, mais que moi je demande cette générosité de regarder quand même un intérêt général, surtout que si on regarde bien, les bars, les tours, c'est fini et qu'on a tous des amis, des proches des parents, etc., qui habitent dans le logement abordable. Donc il n'y a pas de problème. Mais cet impératif de mixité sociale, il peut susciter chez certaines mairies, j'imagine, des résistances aux initiatives. Est-ce que Bordeaux Métropole a les moyens de faire pression, de forcer en quelque sorte la main aux mairies? Alors, je pense que tout ça doit s'inscrire dans un dialogue. Je crois qu'il faut éviter de brusquer tel ou tel dès lors qu'il n'atteindrait pas effectivement ses objectifs. Il faut regarder la situation des communes, et toutes les communes ont des histoires différentes, diverses, etc. Ce qu'il faut, c'est emmener nos concitoyens à accepter cet acte de construction, cet acte de production à un moment où on est sur des réflexes un peu égoïstes et où on veut bien demander à l'élu, au maire, un logement pour ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, ses voisins, mais dès lors que ceci se fasse loin de chez soi. Donc il faut faire en sorte que les projets que nous laissons sortir soient acceptés par nos concitoyens, au niveau de la rue, au niveau du quartier, au niveau de la commune. Ça doit passer par de l'échange, par de la concertation, par des règles qui peuvent être définies au niveau des communes, qui consisteraient à dire, eh bien, à partir de 10, 20 logements, forcément, le projet sera présenté aux riverains de proximité pour que ceux-ci puissent le comprendre, l'accepter, voire le critiquer de telle manière à ce qu'il soit amendé et perfectible et donc acceptable, évitant ainsi les recours qui sont effectivement ennuyeux dans le cadre de la production de logements. Quant aux normes, effectivement, il faut savoir les regarder. Je pense que certaines sont utiles, car elles contribuent effectivement aussi à cet acte républicain qui est censé nous protéger, mais il faut savoir aussi faire la différence entre l'ivraie et le grain et probablement en supprimer certaines. Mais celles-ci aussi ont cette vertu, ces normes, c'est qu'elles nous permettent de repenser le logement autrement, l'urbanisme aussi autrement, de telle sorte que effectivement, on puisse intégrer cet acte qui consiste à produire du logement autrement que ce qui a été fait par le passé, qui conduisait effectivement à ériger des barres de béton qui aujourd'hui sont tout à fait proscrites et nous amènent à produire du logement de qualité, du logement esthétique, du logement paysager qui permettent effectivement à chacune et à chacun d'être fier, de dire à son parent, à ses amis, viens chez moi, j'habite un logement dans un quartier sympa. Voilà, ça aussi, ça doit effectivement participer de l'acte de construction. La construction de logements sociaux a un impact sur la vie de la commune, mais elle a aussi un impact sur l'économie locale. Guillaume Pouyanne, concrètement, ne pas avoir de logements sociaux en abondance ou suffisamment, quel impact ça peut avoir sur l'économie d'une commune ?
Alors, à l'échelle de la commune, la commune, c'est quand même une petite unité territoriale, donc ça va pas être très important. Mais par contre, si vous raisonnez à l'échelle d'une ville, à l'échelle de la métropole, par exemple, ça peut avoir son importance, tout simplement parce que l'augmentation des prix va rejeter certaines populations en périphérie, vous le disiez tout à l'heure, ça va générer des besoins en déplacement très importants. Et là, vous avez un conflit avec la politique de mobilité qui consiste à dire, utilisons moins la voiture, davantage les transports en commun, etc. Recentrons la ville sur elle-même. Et donc ça peut éventuellement poser problème, mais peut-être plus largement, l'augmentation des prix dans le privé, en tout cas, peut aussi être en train de constituer une sorte d'économie de la rente. C'est-à-dire que les revenus d'un certain nombre d'habitants de la ville seraient essentiellement des revenus de la propriété, c'est-à-dire des revenus tirés de la propriété d'un bien immobilier qui vont louer, etc. Puisque l'augmentation des prix des loyers fait qu'aujourd'hui, ça procure des revenus importants. Or, en économie, ce qu'on dit, c'est que la rente, c'est un revenu qui n'est pas productif. C'est finalement quelque chose qui ne permet pas de produire de la richesse. C'est simplement un revenu de la propriété. Donc, le danger, c'est qu'on se dirige vers une économie qui serait plus liée à la propriété du foncier et de l'immobilier, plutôt qu'une économie vraiment productive, où on investit dans un outil productif et où on produit vraiment des richesses. Donc, un risque un peu de stagnation, si vous voulez. Florence Loric, pour réduire cette pression, certaines mairies ont pris une décision forte, c'est celle de réduire le nombre de nuitées via Airbnb. Est-ce qu'on a la possibilité d'aller encore plus loin au niveau juridique ? Oui, alors c'est vrai qu'on met en place un certain nombre d'outils juridiques tout à fait innovants pour essayer de subvenir à ce besoin de location notamment. C'est la loi Le Meur que vous évoquiez. Après, il y a un outil juridique dont on n'a pas encore parlé qui me semble intéressant, c'est le bail réel solidaire. C'est-à-dire la possibilité de faire de l'accession à la propriété en dissociant le foncier du bâti et les acquéreurs ne se rendent propriétaires que du bâti. C'est un organisme foncier qui est propriétaire du foncier, un office foncier de l'habitat, un office foncier solidaire, oui, qui est propriétaire du foncier. Et le propriétaire, lui, ne paye que les murs, en définitive. Ce qui permet évidemment d'abaisser le coût du logement dans l'accession à la propriété. C'est ce qu'on appelle de l'accession abordable. Et c'est un outil utile que les... Cet outil, il est à l'œuvre déjà dans Bordeaux Métropole ? Absolument, il est à l'œuvre sur la métropole. Plusieurs bailleurs sociaux ont déjà réalisé ce type de projet, le bail réel solidaire, effectivement, qui permet d'accéder à la propriété dans des conditions beaucoup plus satisfaisantes que le marché ordinaire, puisque, grosso modo, je parle sous votre couvert, on est à moins 20, moins 25, moins 30% selon les projets. Bien entendu, il faut s'acquitter de cette redevance foncière, qui est en général en moyenne de 100 euros, 120 euros, voilà, par accédant, mais c'est une des solutions qui est en train effectivement de se répandre sur la métropole et sur les communes donc, qui composent celle-ci. La dernière question, elle sera pour vous, Muriel Blumier, puisqu'il nous reste quelques secondes. Si vous deviez identifier une mesure urgente pour mettre un terme à cette crise, en tout cas l'enrayer. Simplifier les normes. C'est la clé ? Oui. Florence Loric, rapidement. Oui, je suis d'accord. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin puisqu'on arrive au terme du chronomètre. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Merci à vous également pour votre fidélité. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo, puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Je vous retrouverai ensuite à 19h30 pour un nouveau journal, avant Vino Veritas à 19h45. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.